Bonjour et bonsoir dans cette rencontre entre nous sur le thème de est-ce que la sexualité est toujours un sujet tabou? Alors, merci beaucoup d'être présent et de votre confiance aussi dans cet échange entre nous. Je vais juste vous nommer comment ça va se dérouler pour les gens qui ne sont pas habitués de vivre ces rencontres. Donc, je vais échanger sur ce thème de la sexualité, un sujet tabou ou non, pendant 40 à 45 minutes. Et après, bon, il y a déjà certains et certaines d'entre vous qui nous avaient envoyé des questions écrites et ça serait important pour nous de pouvoir poser ces questions parce que vous ne pouvez pas nécessairement être présent à la rencontre. Alors, vous allez recevoir la réponse. Merci d'avoir déjà préparé vos questions sur ce thème. Peut-être que vos questions vont être répondues au fur et à mesure de, de l'échange, de ce que j'ai à vous transmettre sur ce thème. Et je voudrais saluer Annick, qui fait partie de mon équipe, qui est aussi ma nièce, qui s'appelle Annick La Bonté, et qui va lire les questions qu'elle a reçues et remercier aussi Odette, ma collaboratrice au Québec, qui nous accompagne dans ces rencontres magnifiques. Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et j'espère que vous comprenez le déroulement. Donc, vous pouvez aussi peser sur l'icône de la main levée. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà une main levée pour poser une question en direct en ouvrant votre micro et en pouvant entendre votre voix. Si vous voulez vous nommer, vous êtes les bienvenus, mais c'est pas obligatoire, bien entendu. Et posez votre question en direct. Alors, moi, je vous informe que ce soir ou aujourd'hui, je suis pas certaine de pouvoir répondre à toutes vos questions. En ce sens, je n'ai pas la connaissance infinie sur la sexualité, sur l'amour, sur la relation entre le cœur et l'énergie sexuelle. Donc, si vous me posez une question et que je n'ai pas de réponse, mais je vais vous le dire tout simplement. Je n'ai pas de réponse et je vais y réfléchir et nous pourrons vous répondre plus tard. Je ne me sens pas imbue de la connaissance infinie. Je suis toujours en train de vivre, d'apprendre et vous faites partie aussi de mes apprentissages comme je fais partie de vos apprentissages. J'ai écrit un livre qui s'appelle Faire l'amour avec amour, publié par les éditions Très Daniel en Europe, français, et publié aussi par les éditions de l'Homme au Québec. C'est un livre très riche en informations dans tout ce qu'on peut développer autour de la sexualité et dans tout ce qui peut bloquer l'union cœur et sexualité, parce que c'est une union que je vous suggère de vivre, mais ce n'est pas juste sexualité et cœur, mais c'est aussi sexualité, cœur et conscience, en ce sens que l'énergie de vie qu'est la sexualité peut se vivre entre partenaires et même avec soi-même de façon profondément spirituelle. Attention au mot spirituel parce que tout le monde y associe toutes sortes de choses. Moi, je suis pas quelqu'un qui pratique le tantra avec des études sur le tantra. Par contre, avec mon partenaire de vie qui était mon compagnon, mon mari pendant des années, nous avons développé notre propre tantra et ensemble, nous essayons, toujours dans une spontanéité du cœur et de l'âme et de la sexualité, de nous unir profondément en soi et avec le partenaire.
Bon, évidemment, bon, ça, c'est des rencontres qui peuvent être exceptionnelles. Il y a des écoles de tantrisme en Europe, en Inde, très, très, très sérieuses et très profondes, en Europe aussi. Et c'est tout un chemin qui n'est pas le mien en ce moment. Quand je vous parle de cette rencontre entre nous, je vais très peu aborder le tantrisme, donc je veux tout simplement vous informer de ça. Et je vais plutôt aborder, enfin, parler, transmettre ce sujet de la sexualité. Est-ce que c'est encore un tabou dans notre société? Qu'est-ce qui limite la communication profonde entre les êtres au niveau de la sexualité? Qu'est-ce qui fait que notre société en fait un sujet phare par toutes sortes de niveaux où socialement nous sommes bombardés, c'est le cas de le dire, autant que les femmes et les hommes qui ont été abusés sortent du garde-robe, en anglais on dirait, et même au Québec on dirait du closet, pour enfin dire eh bien moi j'ai connu des abus. C'est énorme. Et ça fait des années que, mais c'est quand même très récent, que c'est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux où les gens disent MeToo, MeToo. Juste d'écrire MeToo, c'est énorme. Alors évidemment, ça fait la proie de, de, des nouvelles, des journalistes, de qui, j'ai pas de jugement sur tout ce côté médiatique, mais en même temps, les victimes deviennent quasi des bourreaux et les bourreaux deviennent quasi des victimes. Donc, c'est tout un questionnement qui est intéressant qu'on se pose parce que là, on parle d'un univers où des gens osent parler de qu'ils ont vécu une sexualité distorsionnée, qu'ils ont subi, qu'ils ont été victimes d'une sexualité forcée sur eux, d'une blessure sexuelle qui les a marqués. Et croyez-moi, pour avoir aidé beaucoup de gens marqués, hommes et femmes, ben c'est marqué dans la chair, c'est marqué dans ce que je vais parler avec vous plus tard, le territoire sexuel. Et c'est possible de s'en guérir définitivement. Nous avons la capacité incommensurable de se libérer des gens qui nous ont agressés, de se libérer sans agression d'une sexualité triste, répétitive, non inspirée, qui n'est pas reliée au cœur. C'est possible vraiment de se libérer. Alors, le but de cette rencontre aujourd'hui, pour moi, c'est de toucher à des points très importants dans le vécu de la sexualité, de parler des pulsions, des hormones, d'expliquer la différence entre pulsion et désir, c'est quand même différent, la tendresse, le lien affectif, d'essayer de vous aider à recadrer, à replacer dans votre univers ce que vous avez connu, vécu, ou ce que vous subissez encore, ou il se peut que vous ayez fermé les portes de votre sexe et les portes de votre cœur à cause de blessures. Voilà l'exploration de notre rencontre pour vous amener dans des réflexions, dans du questionnement intérieur, dans un dialogue plus profond avec votre corps, votre âme, votre cœur, et peut-être aussi comment vous avez choisi de vivre votre sexualité dans des compromis en tant que femme, en tant qu'homme, pour gagner l'amour,
pour s'assurer d'être aimé par l'être cher. J'aimerais vraiment explorer différentes facettes que vous allez retrouver dans mon livre ou dans l'école d'individuation que j'ai créée, où il y a un cours que j'offre qui s'appelle Naître à sa sexualité, toujours à travers le corps, avec des enseignements, des pratiques psychocorporelles de la méthode de libération des cuirasses. Donc, après cette conférence, il y a des portes ouvertes pour vous si vous voulez aller plus loin. Et il n'y a pas juste ce que moi je vous offre, il y a plein de choses qui sont offertes à travers le monde, de la psychothérapie, de la psychanalyse, du dialogue avec l'inconscient pour se réapproprier notre territoire sexuel. Je sais que c'est un terme qui semble avoir été inventé, que je parle dans le livre Faire l'amour avec amour, je parle du territoire. Territoire de notre cœur, territoire sexuel, qui est fondamental. Donc, bientôt, dans quelques minutes, je vais vous parler des besoins fondamentaux, de l'instinct de survie. Je vais vous parler des réactions qu'on peut avoir après des traumatismes, des épreuves de notre vie qui ne sont pas nécessairement reliées à des abus sexuels, perdre un être cher est traumatisant et fait que des dimensions animales instinctives en nous se réveillent. Mais comment gérer ces instincts? Comment gérer ces pulsions? Comment gérer le désir? Comment en déficeler la relation entre mon affect, le besoin d'être aimé, qui souvent, ce que j'ai pu observer chez moi-même et chez d'autres femmes, amies, et aussi des patientes, et aussi des hommes, des patients, besoin d'être aimé, c'est que je veux faire l'amour pour être aimé. Donc, je vends mon corps, entre guillemets, pour être aimé. Alors, tout ça, c'est très ancien aussi. Ça existe depuis des siècles. Donc, la sexualité est un sujet tabou. Enfin, c'est ce que j'ai observé depuis que j'ai mis au monde le livre Faire l'amour avec amour. J'ai fait des séries de conférences et j'ai observé que dès que je débutais la série de conférences en présence de 100 ou 150 personnes, ou peu importe le nombre, il y avait un froid malgré nous, c'est-à-dire malgré moi, malgré les gens qui étaient là, parce que dans leur inconscient et leur conscient, les gens qui étaient présents aux conférences savaient que j'allais toucher quelque chose en eux qui les refroidissait, qui leur faisait peur, qui les amenait dans une forme de protection. Et là, j'ai vraiment pris conscience que, encore, en Europe et au Québec, et en Suisse et en Belgique, et même en Espagne, dans les pays que j'ai côtoyés, attention, je ne suis pas en train de généraliser, la sexualité, de parler de sexualité est encore quelque chose de pas facile. Et là, je vais utiliser le mot tabou. Attention, le mot tabou signifie que nous cachons des choses à nous-mêmes et aux autres par rapport à notre relation, à nos besoins, à nos pulsions, à nos désirs, à notre affect. Donc, voici l'introduction à la rencontre. Merci déjà d'être prêt et prête à poser des questions. Je ne peux pas le permettre maintenant parce que j'ai à vous transmettre un propos qui va vous amener dans des réflexions. Alors évidemment, à travers le livre que j'ai écrit Faire l'amour avec amour, j'ai fait beaucoup de recherches pour appuyer ce que j'ai connu
en psychothérapie avec mes patients à travers le corps, à travers le corps. Je travaille toujours à travers le corps vers l'esprit. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes dont la sexualité était éteinte, la libido dormait à cause de blessures. Alors, quel genre de blessures peuvent faire taire cette force de vie à l'intérieur de nous? Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie vitale. Elle fait partie de nos besoins fondamentaux. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce terme. Les besoins fondamentaux, c'est ce qui fait que si on ne prend pas conscience qu'on a des besoins fondamentaux, c'est-à-dire à la base de la vie que l'on porte et qui nous assure de rester en vie, eh bien, si on ne répond pas aux besoins fondamentaux, bien, on tombe malade. C'est clair comme du cristal, excusez-moi, dans ma pratique de 30 ans et plus avec des patients et des patientes atteints de toutes les maladies possibles et inimaginables, car il y a toujours des nouveaux noms qui sortent dans la recherche de la médecine pour parler de maladies même orphelines, etc. Quand j'ai rencontré ces patients, quand j'avais mon centre à Montréal, je leur posais petit à petit une question sur leur vie sexuelle. Et la réponse, c'est que leur vie sexuelle était nulle. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une vie sexuelle, vous êtes en santé. Ça, c'est une équation beaucoup trop rapide et magique. Sauf que plus on tait notre vie sexuelle à cause de j'ai été abandonnée, ma femme m'a quitté, mon mari m'a quitté, mon mari est allé vers une femme plus jeune, ma femme est allée vers un homme plus jeune. Donc, je suis blessée dans ma relation à moi-même et aussi à ce que j'ai à offrir en tant qu'homme et femme dans ma force sexuelle. Là, je vous parle pas des abus sexuels que d'autres ont vécu, qui font que la relation de couple devient très difficile. Mais attention, avant de parler de la relation de couple, on va parler de la relation soi-même. Donc, nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, une force sexuelle qui est très importante. Et elle se définit par des pulsions sexuelles. Et j'aimerais commencer à vous définir la différence entre pulsion et désir. Il y a beaucoup de confusion, entre autres dans la race féminine que nous sommes. Il y a beaucoup de confusion à cause que l'homme et la femme sont créés différemment, même si, à quelque part, notre âme n'a pas de sexe, sauf que nous nous sommes incarnés dans un corps de femme, un corps d'homme, et il y a une raison à ce choix du corps, du genre, de tout, pour notre vécu du temps de notre vécu sur la planète Terre. Alors, nous avons tous des pulsions. Les hommes la reconnaissent très bien et les femmes aussi. Et c'est là où, encore là, dans le conditionnement et les croyances sociales, si la femme reconnaît avoir des pulsions sexuelles, c'est profondément jugé, ou ce fut profondément jugé par toutes les religions, que la femme subit les pulsions sexuelles de l'homme et qu'elle n'a pas droit à ses pulsions sexuelles. Alors l'homme a droit à ses pulsions sexuelles, bien évidemment. Est-ce qu'il arrive à les maîtriser ou est-ce qu'il les impose? Alors là, je vous amène dans la réaction hormonale que vit toute personne qui fait l'amour. Toute personne qui fait l'amour, dans son cerveau, la dopamine se manifeste comme ça. Une hormone très importante qui apporte le bien-être,
une grande respiration, une détente, une distance avec les problèmes. C'est une vraie drogue, la dopamine, une drogue naturelle. Et c'est aussi, comme par hasard, l'hormone du pouvoir. C'est l'hormone du pouvoir. C'est reconnu dans les gens qui mentent. Il y a des études. J'ai écrit un livre sur mensonge et authenticité. J'ai fait des recherches. Les gens qui mentent, qui utilisent le mensonge, canalisent en eux beaucoup de dopamine, qui est l'hormone du pouvoir, l'hormone du bien-être, l'hormone du pouvoir. Alors, quand vous faites l'amour, eh bien, vous êtes rempli de dopamine. Eh oui. Et c'est là où la pulsion sexuelle peut devenir une pulsion de pouvoir. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, attention, hein, une envie de dominer l'autre ou de se laisser dominer pour mieux dominer par la suite. Et c'est pas conscient, ou si c'est conscient, c'est des jeux érotiques, parce que nous avons une intelligence érotique que nous pouvons développer avec notre partenaire. N'empêche que c'est une hormone puissante, la dopamine. On la retrouve dans plein d'autres, par exemple le sport et plein d'autres choses qui vont stimuler la dopamine, le jeu, jouer aux cartes, jouer au casino. Excusez-moi. La dopamine existe, mais la difficulté avec cette hormone, c'est pas qu'il y a une difficulté, mais c'est qu'elle est aussi une hormone du pouvoir. Et c'est là qu'on retrouve le jeu entre la pulsion sexuelle. Donc, j'ai envie de faire l'amour, j'ai un besoin, c'est une pulsion, c'est instinctif. Je vais me retrouver devant un partenaire, une partenaire, et c'est une chimie entre nous. Alors, je peux dire oui à la chimie, et je peux dire, je vais prendre le temps d'observer ce que ça soulève en moi et de gérer ma pulsion. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens, il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui se laissent aller à leur pulsion parce que en ce moment, la sexualité dans notre société est très utilisée pour, voilà, tout ce qui peut être porno, même ça c'est ancien, tout ce qui passe sur le web, tout ce qui est imaginaire par des images, par le vécu de ma propre pulsion, juste à regarder des vidéos et je me auto-satisfais. N'empêche que je suis toujours à la recherche dans mon cerveau d'images qui vont susciter cette pulsion. Alors, chez l'homme humain, l'homme incluant la femme, bien évidemment, en ce moment dans notre société, il y a une réelle distorsion du vécu de la sexualité. Oui, il y a des couples qui vivent leur sexualité de façon magnifique. Il y a des gens qui, sans être en couple, vivent leur sexualité avec l'énergie du cœur. Et ce que je voulais vous nommer, c'est que avec la dopamine, il y a une autre glande qui est à côté de la glande qui développe la dopamine, qui est la glande qui développe le lien, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui développe le lien. Alors, même si je ne veux pas, en faisant l'amour, développer un lien avec ma partenaire ou mon cerveau le développe. Cette hormone circule dans mon corps et je peux la refuser. Je peux dire non, mais excusez-moi, au niveau inconscient, je la refuse pas. Elle agit à l'intérieur de moi. Et c'est là
que ces liens deviennent superbes ou dangereux. En ce sens que j'ai cette sensation de pouvoir. Je fais l'amour avec mon partenaire ou ma partenaire. Et en même temps, à travers l'orgasme, je sens un lien. Mais ce lien, je peux le détruire et prendre mes vêtements et m'en aller et fuir. Parce que je ne veux pas de lien. Mais je peux aussi prendre ce lien et dire, waouh, j'ai le pouvoir sur cet homme et sur cette femme à travers ces hormones qui se développent en moi, à travers mon besoin sexuel et mon désir. Le désir est plus relié au lien, même si je ne le veux pas. Il y a des parties de moi qui désirent m'unir à quelqu'un qui, nous avons un besoin fondamental d'être à deux. Hein, c'est un besoin d'union, ça fait partie des besoins fondamentaux. S'accoupler. Mais comment je m'accouple? Dans le pouvoir, dans la domination. Donc là, on a été témoin dans les dernières années de MeToo. J'ai été abusée, j'ai été touchée malgré moi. J'ai dit non, on m'a imposé, hommes et femmes ont connu des viols, des attouchements. Et enfin, ces gens-là osent le dire. C'est énorme parce que notre société découvre que relié à la sexualité, il y a une perversion, une réelle perversion, une distorsion de cette énergie magnifique qui nous habite, mais qui n'arrive pas à rejoindre le cœur, qui n'arrive pas à s'associer à l'énergie de l'amour. Alors évidemment, Dieu merci que dans le tantrisme, on enseigne autre chose, on enseigne à travers le cœur vers la conscience, mais je veux dire, où est-ce que vous entendez parler que la sexualité est reliée au cœur? Oui, on a chez nous les femmes, peut-être moins maintenant, chez les jeunes femmes et encore là, un conditionnement social très fort de trouver le prince charmant qui va nous faire, qui va nous dépuceler, qui va nous faire connaître toutes les jouissances, qui va nous aider à nous découvrir. C'est l'horreur comme conditionnement. Et maintenant, on a chez les jeunes hommes qui recherchent des femmes plus âgées, qui vont les révéler à eux-mêmes. Excusez-moi, mais le but de tout ça, c'est que nous puissions nous réapproprier notre territoire sexuel, l'image que l'on a de soi-même en tant que femme et homme sexuellement. J'entendais dernièrement une amie qui me disait, moi, j'ai toujours été un bon coup pour un homme. Alors ça, c'est français, évidemment. En ce moment, je côtoie beaucoup de Français. On n'entend pas ça au Québec. On va entendre autre chose que j'ai pas envie de nommer. Mais je veux dire, elle me disait, j'ai toujours été un bon coup pour un homme. Et là, ça fait quoi, 10 ans que je vis plus de sexualité. Mais attention, là, il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as été un bon coup, j'ai dit à ma copine, et maintenant, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que tu as subi pour être juste un bon coup? Parce que là, dans le bon coup, ben, il n'y a pas l'énergie du cœur. Hein. Est-ce qu'on va dire, moi, j'ai été un bon coup dans mon cœur? Non. On va dire, j'ai été un bon coup dans ma sexualité, mais le cœur n'est pas relié. Bien évidemment, cette amie a été abusée. Donc, elle avait des blessures dans son territoire sexuel. Et c'est ce qui m'amène, avant de passer à la période de questions, et je vous remercie d'être en attente, d'attendre pour vous poser vos questions, que je puisse terminer mon propos, c'est que la notion de territoire, mais c'est pas une notion intellectuelle, c'est une notion vraiment physique. Et dans ce territoire, beaucoup de gens ont été abusés. Je parle pas de l'inceste uniquement,
des attouchements, des viols. Je parle de gens comme vous et moi qui, et moi je l'ai vécu en tant que femme, qui a laissé mon partenaire me prendre, sans que ce soit mon rythme, mon envie, sans que ce soit moi. Alors, qui j'étais dans le non-rythme et le non-envie? Ben, j'étais celle qui était prête à se prostituer, excusez le terme, mais c'est pas négatif pour les prostituées, c'est celle qui était prête à céder son corps pour être aimée. Et pour moi, ça fait partie aussi des abus. Ce n'est pas aussi violent que les abus que je viens de nommer, mais c'est quand même permettre à quelqu'un de m'abuser pour être aimé. Alors, on part de loin parce que je vous ramène au territoire. Dans le travail psychocorporel que je propose, que j'ai proposé à mes patients et mes patientes qui avaient des difficultés au niveau de leur corps, de certaines maladies, évidemment aussi au niveau de la libido, de l'envie sexuelle, il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus d'envie, tout était fermé à cause de blessures. Mais quand je parle de blessures, c'est bien que c'est vaste. Je parle pas juste d'abus, mais je parle que, par exemple, je le cite à nouveau, que moi-même, j'ai choisi d'être victime pour être aimée d'un homme. Waouh, c'était ça qui était le plus important et non pas mon territoire sexuel et non pas ma jouissance, mais la jouissance de mon partenaire ou de ma partenaire, parce que je parle autant du couple homme-homme, du couple femme-femme et du couple homme-femme et femme et homme. Alors, vous voyez qu'il y a un chemin énorme à parcourir. Puis même dans les cours de tantrisme, j'ai rencontré des gens qui avaient une souffrance sexuelle, mais qui croyaient que le tantrisme pourrait les libérer, mais sans avoir réglé la base qui est de reconnaître que nous avons tous un territoire autour de notre sexe, autour de notre anus, autour de notre périnée, autour de notre bassin, de nos hanches, de nos genoux. Nous avons un territoire sexuel et nous avons un territoire du cœur et nous avons un territoire autour du hara. Autour de notre corps, nous avons un champ magnétique qui peut être perturbé quand quelqu'un s'impose à nous et que nous ne voulons pas cette intrusion. Alors, ça va loin l'intrusion. Parce qu'on connaît dans le développement de la sexualité chez le jeune homme, le petit garçon et la petite fille, l'intrusion quelquefois d'un parent, attention, sans qu'il y ait eu d'abus, mais c'est ce qu'on appelle les incestes psychologiques. C'est-à-dire que le parent prend possession de son enfant du sexe opposé pour vivre une forme de projection, et évidemment, Freud en parle dans l'Édipe, forme d'amour, mais qui peut être très, très mal vécue par les enfants, parce que l'enfant, quelque part, il est une éponge. Il veut être aimé. Donc, ben oui, si papa ne dit pas à sa petite fille, ben non, moi je suis pas ton époux, tu peux pas venir dans le lit avec maman. Non, non, moi j'ai une épouse, c'est maman. Donc la petite, ben, elle a déjà un désir, hein? Elle a déjà sa pulsion sexuelle à l'âge de 4 ans. Mais oui, c'est reconnu. Sauf qu'elle ne va pas dire, papa, j'ai une pulsion sexuelle, est-ce que je peux rentrer dans ton lit? Ben non. La petite fille reconnaît pas ça. Tout ce qu'elle sait, c'est son élan, son désir, son cœur. Sa base moins, mais son cœur. Papa, je t'aime, épouse-moi. Et si papa dit oui, viens dans mon lit, je vais t'épouser, maman, elle est nulle, viens près de moi, c'est fatal. C'est fatal.
ça crée un impact tellement négatif chez la petite fille, tellement perturbant que toute sa vie, elle va rechercher son père et que toute sa vie, ses relations sexuelles vont être basées sur l'amour du père. Et c'est la même chose pour le petit garçon avec la mère. Ah, c'est la même chose. Donc, vous voyez que nous, il est urgent que nous reprenions possession de notre territoire sexuel, notre territoire du cœur, que nous reconnaissions, que nous nous reconnaissions. Quelle est l'image que vous avez de vous-même dans votre sexualité? J'ose interrompre et vous poser cette question et vous inviter à prendre quelques secondes pour y répondre. Quelle est la perception que vous avez de vous-même sexuellement? Alors, êtes-vous un bon coup? Ben, si vous êtes un bon coup, il vous manque la dimension du cœur. Êtes-vous juste au niveau du cœur et que la base, ben, elle est comme vide parce que vous avez trop laissé de monde entrer dans votre territoire sexuel? Vous avez de la difficulté à reconnaître quand c'est oui et quand c'est non. C'est simple. Respectez votre rythme. Respectez votre autorhythme, votre, votre relation avec vous-même sexuellement, ce qu'on appelle dans la psychanalyse l'auto-érotisme. Ben, c'est nécessaire. Quand mes gens qui travaillent au niveau de la MLC et qu'ils n'ont pas de libido, ils arrivent, c'est vide. Mais à travers le travail psychocorporel, wouh, la libido se réveille. Et là, j'entends, mais qu'est-ce que je fais avec cette libido? Qu'est-ce que je fais avec cette libido? J'ai pas d'amoureux, j'ai pas d'amoureuse. Ben, je dis, excusez-moi, mais débutez par vous-même. Connaissez-vous sexuellement? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est moins bon pour vous? Connaissez-vous sexuellement? Qu'est-ce qui fait que nous donnons notre pouvoir à l'autre pour qu'il nous fasse nous découvrir? Déjà en partant, ça va mal. Parce que ça crée une dépendance, ça crée un lien de grâce à toi, je peux connaître l'orgasme. Seule, je suis incapable de connaître l'orgasme. Excusez-moi, c'est une sexualité qui est complètement distorsionnée. Alors, se connaître, bâtir son territoire, sortir les gens qui l'habitent, et je le raconte dans toutes mes conférences, qu'un jour, dans un séminaire que je ferai à Montréal sur l'amour et la sexualité, j'ai un couple qui est venu à ce séminaire et le conjoint, l'homme, m'a dit, on va l'appeler Marc, m'a dit, j'ai un problème avec ma mère et je suis en psychothérapie parce que ma mère est très envahissante. J'ai dit, OK. Et par le fait même, me dit-il, j'ai un problème au niveau sexuel avec ma femme et c'est pour ça qu'on est ici tous les deux. Je trouvais ça très touchant. Donc, dans une étape du séminaire, et ça j'en parle dans mon livre, Faire l'amour avec amour, dans une étape du séminaire, ben, cet homme, à un moment donné, je demande dans ce séminaire de dessiner la perception, l'image intérieure que l'on a de son propre sexe. Vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est effrayant. Non, au contraire, permettons-nous de se rencontrer. Quelle est la perception que j'ai de mon sexe? Comment je pourrais le dessiner? Mais attention, c'est pas juste dessiner mon propre sexe, mais c'est aussi dessiner le territoire. Qu'est-ce qu'il y a autour comme énergie dans mon propre sexe? Donc, j'ai demandé aux gens de dessiner symboliquement leur sexe et de dessiner le territoire autour. Et cet homme, en dessinant, a lâché un cri. Et je me suis approchée de lui et sa femme aussi a lâché un cri parce qu'elle était à côté de lui. Et j'ai vu que dans son territoire, il y avait l'image, mais vraiment le visage d'une femme.
Et sa femme lui a dit, « Ah, c'est ta mère! » Et lui a reconnu en toute humilité, ben voilà, ma mère habite mon territoire sexuel. Vous allez me dire, waouh, est-ce que c'est trop exagéré? Mais non, c'est tellement simple. Est-ce que j'habite mon territoire sexuel, moi? Est-ce que je suis capable de fantasmes? Est-ce que je peux exprimer à mes partenaires ou à mes fantasmes? Est-ce que je peux les exprimer à moi-même? Est-ce que je me donne le droit d'avoir des fantasmes? Tout ça, c'est le dialogue avec mon inconscient. C'est prouvé scientifiquement que les gens qui sont constamment sur les sites pornographiques pour se satisfaire perdent le contact avec leur propre fantasme. Donc, dans la relation sexuelle avec une femme et un homme, ce qui s'ensuit, c'est que ils sont obligés d'aller chercher les images de leurs vidéos porno pour avoir une érection ou pour être excités. Où en sommes-nous dans notre relation à la sexualité? C'est un sujet sur lequel je pourrais vous parler pendant des jours et des jours et des jours. Et bon, c'est pas tout d'en parler, c'est surtout de l'explorer en soi. J'espère que cette conférence ouvre des portes pour vous. Le livre est un point de référence super important avec des recherches où vous pouvez aller consulter même les recherches. Dans l'école d'individuation, il y a un cours qui s'appelle Naître à sa sexualité. C'est un cours un peu qui nous réveille à nous. Parce que le but, c'est pas juste ma relation avec l'autre, c'est ma relation avec ma propre sexualité. Si j'ai été victime d'abus, comment je peux m'en guérir? Si je suis quelqu'un qui a agressé, comment je peux m'en guérir? Si j'arrive pas à gérer mes pulsions, comment je peux m'en guérir? Si je me suis coupée de ma sexualité parce que mon cœur est blessé, comment je peux m'en guérir? Parce que c'est possible d'unir tout à l'intérieur de nous. Dans notre corps, tout est ouvert. Il y a les diaphragmes. Vous savez, on a des diaphragmes qui, si on a eu des tensions, si on a eu des peurs, si on était abusé, si on a dit oui quand on voulait dire non, peu importe la forme, que ce soit dans une relation de couple qui s'aime, ou que ce soit dans une relation de pouvoir de quelqu'un qui a un titre qui veut abuser de vous par son pouvoir et que vous cédez, tout ça c'est inscrit dans nos diaphragmes et ce sont ces diaphragmes qui ferment la porte à l'énergie sexuelle et l'énergie du cœur, à l'énergie profondément spirituelle qu'est la sexualité. Vivre en conscience, en amour, l'orgasme est très différent que de vivre un orgasme mitigé, que de souffrir d'impuissance à cause de blessures, que d'avoir peur de mourir. C'est ce qu'on appelle le post-coït, qui est un syndrome, la peur de mourir à travers l'orgasme, parce que l'orgasme nous amène à lâcher et à mourir à l'ego et à s'abandonner à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Si nous pouvons le vivre avec nous-mêmes et vraiment le vivre dans un abandon et non pas de la culpabilité par des conditionnements religieux, et si nous pouvons le partager avec un partenaire, une partenaire, c'est merveilleux d'écouter comment l'énergie orgasmique circule en nous, circule dans l'autre, fait une boucle avec le partenaire ou non, ou fait une boucle si je suis seule avec moi-même. Savourer cette énergie vitale.
cette énergie du cœur, cette énergie profondément spirituelle. C'est une bénédiction. Voilà, donc j'arrête et j'ouvre la parole à ceux et celles qui ont des questions et des mains levées depuis le début. Donc, bonsoir Annick, bonjour Annick, et merci d'être présente ce soir ou aujourd'hui avec moi. Bonsoir Marie-Lise, bonsoir à tous, ou bonjour pour ceux qui sont en Amérique. En effet, j'ai pas mal de questions. Je vais initier avec une question écrite et ensuite je donnerai la parole à la personne qui a la main levée. J'ai une question de la part de Sabine. Elle dit comment se fait-il qu'en fonction du partenaire, l'attirance sexuelle doit être parfois très animale, sauvage, alors que parfois elle est beaucoup plus douce, diffuse? Avec le même partenaire ou avec différents partenaires? Je crois que ce serait avec différents partenaires, mais là je suis pas certaine. Il faudrait que Sabine nous écrive. Alors, je vais répondre quand même que la chimie entre deux êtres, la senteur bien au-delà de notre conscience, hein. Qu'est-ce qui fait que je suis attirée profondément vers une femme ou vers un homme, mais attirée fort, fort, fort. Et que avec un autre, c'est moins fort, mais c'est plus tendresse, c'est plus enveloppement. Mais ça, c'est hormonal. Parce que nous sommes des êtres humains vibrants. Évidemment que ça peut être beaucoup plus qu'hormonal, attention, parce qu'on n'est pas juste des robots hormonaux. C'est que qu'est-ce que ce partenaire où la dimension est sauvage dans la sexualité me ramène à qui il me fait penser dans mon monde intérieur, qui fait que cette personne réveille mon animalité et c'est magnifique. En y mettant l'énergie du cœur, si c'est possible. Et qu'est-ce qui fait que l'autre éveille plus mon cœur et moins mon animalité? Qu'est-ce qu'il représente dans mon monde intérieur? Ben, la réponse est en vous. Nous ne pouvons pas catégoriser. Nous pouvons, comme vous le faites, constater qu'il y a différentes formes d'attraction, d'inspiration au niveau des relations. Mais tout ça parle de nous, pas juste de l'autre, ne pas vous perdre dans l'autre. Parle de nous. Alors, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait que dans ma période d'adolescente et de jeune adulte, j'étais attirée par les bad boys? Vous comprenez ce terme? Il y avait juste ceux-là que je voyais et avec qui j'avais une attraction, wow, très forte. Ben parce que j'avais besoin de rencontrer les bad boys. C'était à l'opposé de mon conditionnement familial où on m'avait dit, ben, à l'université, tu vas rencontrer le bon garçon que tu vas marier. Faux. J'ai rencontré que des bad boys. Vous voyez? Alors, il y a hormonalement, il y a le conditionnement, il y a le besoin de rencontrer des forces en opposition avec nous. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, c'est de le reconnaître, de le remercier et de le vivre, tout simplement. Enfin, si vous pouvez, de dire, ben oui, voilà, parce qu'on n'est pas juste une dimension, on est vraiment vaste. Merci beaucoup. Merci Sabine, elle remercie aussi. Je vais poursuivre Marie-Lise. Je crois hein, que c'est vraiment une question. Je vais voir, j'ai la main levée. Je vais donner la parole à Alicia. Bonsoir Alicia, votre microphone est fermé en fait. Je ne sais pas si vous vouliez poser une question. Enfin, la main était levée depuis le début. Ouais. Donc peut-être que c'est une erreur. Donc je vais
Je vais poursuivre ici avec les questions écrites. J'ai une question de Lou. Elle dit comment relier le cœur et l'énergie sexuelle? Très bonne question, Lou. Ben voilà, donc j'ai écrit un livre que là-dessus, qui est très épais. Nous sommes dans deux territoires. L'énergie sexuelle appartient au cerveau reptilien, au cerveau des instincts, des besoins fondamentaux, qui sont le besoin de procréer, de faire l'amour, de répondre à ce besoin de s'unir à l'autre ou s'unir à soi dans un auto-érotisme. Mais si mon cœur est fermé parce que je me suis sentie dans une blessure fondamentale, abusée, non, excusez-moi, abandonnée, rejetée, humiliée, trahie, etc., ben, je peux décider de fermer le territoire de mon cœur et vivre ma sexualité en bas, mais en refusant le lien, l'hormone du lien, qui vient naturellement. Mais je peux dire non et savoir exactement ce que je vais chercher dans vivre ma sexualité sans ouvrir mon cœur. Donc, évidemment, je vous parle de deux dimensions. Le cœur est relié au cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. C'est un cerveau un peu plus raffiné que le cerveau reptilien, qui est le cerveau animal, instinctif, la survie. Ce qui fait qu'on observe chez des gens qui perdent un conjoint, une conjointe, certains, pour les gens qui survivent à cette perte, certains vont développer des pulsions sexuelles très fortes parce qu'ils ont le besoin à nouveau de s'unir sexuellement pour se sentir vivant. Donc, on est dans quelque chose de très basique au niveau de la sexualité. Et le cœur, c'est quelque chose de plus raffiné. Alors, c'est que si je réussis pas à unir les deux, c'est que j'ai des blessures, soit dans ma sexualité, soit dans mon cœur. Alors, contemplez, Lou, avez-vous des blessures dans votre cœur? Est-ce que vous en voulez encore à des anciens partenaires, peu importe féminin, masculin? Avez-vous pardonné certaines choses ou avez-vous des blessures dans votre base et qui ont fait fermer votre cœur? Donc ça, c'est vraiment une exploration. Et bon, bien évidemment, le cours que j'offre naître à sa sexualité peut vraiment, si vous le voulez, vous aider parce qu'on passe par le corps vers l'esprit. Merci, Lou. Merci, Lou. Je vais poursuivre, Marie-Lise. J'ai une autre question, cette fois-ci de la part de Florence. Elle dit comment faire pour avoir le cœur qui bat pour mon compagnon quand la passion des débuts a disparu et quand les tentations pour d'autres personnes sont permanentes? Comment éprouver du désir quand il n'y a plus d'attirance physique? Est-ce la fin de l'amour? Alors, il y a bien des facteurs, Florence, qui étouffent le désir dans une relation amoureuse. Il y a les conflits, il y a les projections, ce qu'on appelle en psychologie les projections parentales. Souvent, les gens se mettent en relation pour guérir à travers leur partenaire, homme ou femme, la relation qu'ils ont avec leurs parents. Alors, j'ai connu dans ma pratique des femmes qui étaient mariées à leur père, entre guillemets, à un homme qui à la longue représentait leur père ou leur mère, peu importe. C'est pas une question de sexe, hein? C'est une question que, comme Jung, Carl Gustav Jung, ce grand psychanalyste, disait, on a toujours besoin de rencontrer ce qui n'est pas guéri pour guérir. Donc, dans les relations amoureuses, c'est souvent ce qu'on se crée jusqu'à temps qu'on guérisse. Donc, un jour, moi, j'ai pris conscience que j'étais en relation avec ma mère. C'était un homme,
mais qui avait la même attitude que ma mère, et j'ai tout fait. Donc évidemment, ça tue la sexualité. Si inconsciemment, toujours, je projette sur ma compagne ou mon compagnon, mon parent, ben, je ne vais pas faire l'amour avec ma mère ou avec mon père. Donc, je perds l'énergie initiale de la rencontre et évidemment, je suis attirée par des amants, des maîtresses et je peux aller dans cette direction comme cette patiente qui me disait ouvertement, hein, j'ai marié mon père. Bon, c'était pas son père, mais bon. Et elle avait un amant. Et pendant des années, elle vivait ainsi. Elle satisfaisait son besoin sexuel avec un bad boy, un mauvais garçon. Elle le faisait vivre un peu. Puis, elle se faisait vivre par cet homme qui la sécurisait, qui lui donnait l'affect. Elle avait une sexualité pourrie, qui n'était pas intéressante, mais elle le faisait parce qu'elle voulait pas le perdre. Donc, elle vivait avec un père, puis elle avait un amant. Donc, on appelle ça le complexe du père et du gigolo chez la femme. Et chez l'homme, en psychologie, on appelle ça le complexe de la mère et de la putain, excusez le terme, la maîtresse qui remplit la fonction de la sexualité, mais la mère qui remplit la fonction la sécurité affective. Alors, je ne sais pas si vous êtes prise dans ce pattern, dans ce modèle. Lisez sur ça, il y a plein de livres écrits. Et bon, allez à la recherche de qu'est-ce qui fait que vous avez perdu le désir, vous avez perdu l'envie. C'est parce que c'est pas juste une question que vous avez perdu l'amour, c'est que j'ai bien l'impression que vous projetez sur votre compagnon ben, qui il n'est pas et vous le voyez pas vraiment pour qui il est. C'est mon conseil. Merci beaucoup. Merci Florence. Ben, allez, je poursuis. J'ai des mains levées. Je vais voir si c'est des vraies mains levées. Je vais donner la parole à Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, vous êtes là? Micro Non, est pas. on n'entend pas. Et je vais tenter alors avec Patricia. Patricia, vous êtes là? Votre micro est fermé par contre. Non. Alors, je crois que je vais simplement continuer avec les questions écrites. Pour les gens qui ont levé la main, si on ne réussit pas à vous entendre, Ouais, vous écrivez. pouvez nous écrire, voilà. C'est ça. Donc, j'ai une Désolée. question de la part de Flo. Euh, Comment faire lorsqu'on a une double vision de soi par rapport à la sexualité, selon le partenaire? Ah, alors double vision. Pouvez-vous écrire un peu plus? Parce que pour moi, je peux l'interpréter, mais je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Oui, on peut peut-être attendre qu'elle nous décrive un peu Oui, plus. parfait. OK. Je propose de continuer dans une autre question et on revient à la question de Flo. Oui. Parce qu'elle est intéressante, cette question, Flo. Oui, ouais, ouais. Ah non, voilà, j'ai déjà un retour. Donc Flo, Ah elle bon? dit d'un côté du dégoût et de l'autre de la passion. Oh, vous êtes prise entre amour et haine, Flo. Alors, c'est vous qui ressentez ça envers votre partenaire ou c'est votre partenaire envers vous? Désolée hein, de vous poser des sous-questions parce que c'est quand même deux choses. Oh, oui, c'est moi. OK. Alors, si c'est vous, c'est que ben, avec ce partenaire avec qui vous avez une passion, cette passion que vous vivez, c'est vous qui la vivez, vous la partagez, c'est magnifique, réveille des choses en vous
inconscientes qui ont besoin d'être guéries face à votre énergie sexuelle. Alors, c'est logé dans votre inconscient. Le dégoût vient de quelque chose. Il peut y avoir plein de facteurs. N'empêche que c'est très important, et je vous remercie, de ne pas le nier, de le reconnaître, de vous laisser, quand ça se vit, de ne pas vous forcer dans l'action de l'amour. Il y a amour-haine, il y a une blessure, elle n'est pas nécessairement d'ordre sexuel, elle est une blessure du cœur qui vous fait rejeter l'autre. Le dégoût, c'est du rejet, c'est du rejet. Donc, il y a une blessure de rejet en vous qu'il est important d'explorer. Il y a un besoin de fusion dans la passion que vous vivez, qui est intéressant aussi d'explorer. Ça va souvent ensemble. Amour-haine, comme on dit, mais là, je pourrais dire amour-dégoût, c'est que dans votre relation avec vous-même, il y a une partie de vous qui est dégoûtée, excusez le terme, qui a honte, qui est coupable dans sa relation avec votre propre sexualité. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, dans votre sexualité. Il y a des actions que vous avez acceptées, vous avez vécues, qui vous ont dégoûté de vous-même, et vous le projetez sur votre partenaire. Le dégoût, oui, vous pouvez dire ça vient de son sexe, j'aime pas, mais excusez-moi, ça vient de vous, parce que tout part de nous, de vous, de moi, il y a l'autre aussi, bien évidemment, qui vit ce qu'il vit. Donc, contemplez qu'est-ce qui vous dégoûte, qu'est-ce que ça vous rappelle. Donc là, il y a vraiment une exploration à être vécue. Merci beaucoup de cette question. C'est comme deux forces en opposition à l'intérieur de vous qui sont puissantes. Dégoût, haine et amour passionnel. Et quelquefois, ce dégoût vient aussi dans l'amour passionnel que ça fait peur. L'amour fusionnel est tellement fort, parce que l'amour est fusionnel, que c'est tellement fort que ça me dégoûte. Alors là, on touche à des limites qui sont en vous. Voilà, donc je vous invite vraiment à les explorer et ou à venir dans le cours de l'école d'individuation sur naître à sa sexualité. Vous allez peut-être encore plus comprendre. Enfin, vous verrez. Merci beaucoup. Merci Flo. J'ai beaucoup de questions. Je poursuis Marie-Lise avec une autre question ici de la part de Ghislaine. Je sens que lorsque je vis ma sexualité en complicité avec mon partenaire, je n'ai aucun tabou et je peux même me surprendre moi-même. Par contre, dès que je perds tout cela, tout ça se ferme, se bloque en moi. C'est sûr. Mais il y a une raison que ça se ferme. On ne peut pas toujours être ouverte. Vraiment, nous ne pouvons pas, notre corps, notre cœur, notre conscience ne peut pas toujours être ouverte. Il y a des moments d'ouverture, il y a des moments de repli. Ne pas vous juger de ces moments de repli. Qu'est-ce qui les provoque? Qu'est-ce qui fait que ça se ferme? Ne pas juger que ça se ferme, mais qu'est-ce qui fait que ça se ferme? Est-ce un mot, une parole, un regard, un jugement sur vous-même? Trouvez qu'est-ce qui fait que ça se ferme. Ça ne veut pas dire que le trouver fait que vous allez vous ouvrir. Le corps est ainsi fait, la nature est ainsi faite. Il y a des moments d'ouverture, il y a des moments de fermeture. Et c'est très important de respecter le cycle respiratoire. J'inspire et j'expire. Merci beaucoup. Merci Ghislaine. Je poursuis
avec une question de Violaine. Elle dit, je pratique la MLC depuis environ 2 ans. Cette question du territoire m'apparaît être la bonne piste pour moi. Mais pour l'instant, ma libido demeure endormie. Comment cela se fait-il? Merci. Il y a quelque chose qui enlise l'énergie de votre libido. Parce qu'avec la MLC, habituellement, surtout dans, excusez-moi, je vais éternuer, surtout dans la, ça s'en vient, ou pas, surtout dans la pratique des mouvements dans le bassin, hein, toute la région du bassin, des muscles du bassin, le diaphragme pelvien, les jambes, le diaphragme thoracique, l'énergie se réveille. Alors, si ça se réveille pas chez vous, c'est qu'il y a vraiment un blocage. Ne pas vous prendre la tête, dire ah, je suis bloqué. Et contempler, est-ce que dans les mouvements que vous vivez en MLC, est-ce que vous lâchez prise? Ou est-ce que vous les vivez avec votre tête? Donc, je ne peux pas répondre à ces questions, mais je vous invite à lâcher prise et d'explorer vos croyances sur la sexualité, de contempler, est-ce que vous avez été blessé dans votre sexualité? Parce qu'il n'y a pas juste les abus, il y a l'humiliation d'une mère ou d'un père vers le développement de la sexualité quand on est petite fille, qu'on devient femme. Il y a plein de jugements des fois qui peuvent émaner. Est-ce que ça vous inhibe? Merci beaucoup. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas avec vous quand vous pratiquez. Merci Violaine. Je poursuis, Marie-Lise. Oui. J'ai une question de la part de Caroline. Elle dit bonjour, ma question est la suivante. Comment passer de la petite porte du plaisir à la grande porte du plaisir? Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Parce que c'est sûr que ça peut être interprété, et je vais vous le nommer tout simplement, de l'orgasme clitorisien à l'orgasme vaginal pour une femme. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails avec vous parce que c'est très personnel. J'ai rencontré dans ma vie, là je vais parler des femmes, bien évidemment parce que je suis une femme, hein, donc j'attire des femmes dans ma pratique qui avaient une énergie clitorisienne très importante, mais qui n'avaient pas de l'énergie vaginale, qui n'avaient pas développé, à cause de plein de raisons, l'orgasme de la grande porte qui amène à un orgasme qui est comme une vague océanique qui nous envahit. Attention, l'énergie, la force clitorisienne est très importante et elle agit dans le petit bassin, c'est-à-dire les os pubiens qui ont besoin d'être libérés par l'énergie libératrice de la jouissance clitorisienne. Le vagin est plus profond et plus pénétrant et là, ça rejoint tout le système nerveux central, à la fois sympathique et parasympathique. Chez les Indiens, dans le tantrisme, dans la vision hindouiste, on parle des nadis, c'est-à-dire Ida et Pingala, le système sympathique et parasympathique. Excusez-moi, l'inverse, c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie lunaire. Et ça, c'est dans la puissance de l'orgasme vaginal. Attention, ne pas se culpabiliser de ne pas avoir développé cet orgasme. Quelquefois, beaucoup de femmes sont satisfaites de l'orgasme clitorisien et d'autres, parce que la pénétration, c'est autre chose, c'est permettre à quelqu'un d'entrer en moi, dans mon territoire. Et c'est toute une autre étape
dans la psyché, dans l'énergie du cœur, dans l'accouplement qui est très puissant, très profond et qui demande un lâcher-prise, vraiment, pour s'abandonner à la pénétration. Je vais vraiment utiliser le terme parce qu'en tant que femme, voilà, c'est ainsi que nous sommes faits. Ça ne veut pas dire que dans la pénétration, je suis juste un chiffon qui me fait pénétrer, mais je peux aussi, dans mon énergie féminine, être yang, être masculine dans la pénétration et avoir cette sensation que, en même temps que je suis pénétrée, je pénètre l'homme aussi. Parce qu'on a en nous du féminin et du masculin, comme l'homme a en lui du féminin et du masculin. Alors, le clitoris, le vagin et l'anus agissent sur des systèmes très différents dans notre corps. Alors, de développer la grande porte, ben, c'est de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste qui rejoint des systèmes plus profonds à l'intérieur de nous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien et que je ne choque personne dans mon langage assez direct. Merci. Merci Caroline. Caroline remercie. Donc je vais continuer. Marie-Lise, j'ai une question de la part d'Hélène. Oui. Je viens de quitter ma relation amoureuse depuis 2 semaines. Déménagement, etc. Je ne faisais plus l'amour avec lui, car il exerçait au fil du temps une structure d'autorité envers moi. Il représentait le féminin autoritaire négatif en moi que j'avais subi dans mon enfance en lien avec des religieuses. Mais Ouais. avec peine, il ne voulait pas voir sa partie à lui. Donc, pour ne pas être malade, je me suis choisie avec amour. Drôle de coïncidence, un nouvel homme vient de se présenter à moi. Merci Marie-Lise. Prenez le temps, prenez vraiment le temps d'apaiser ce que vous vivez avant d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est important. Même s'il y a attraction, il y a bien-être, ça n'empêche rien. Mais je veux dire, donner du temps à vous-même, c'est très important après une séparation ou pendant une séparation pour guérir la partie de vous qui se sépare. Il y a un deuil à vivre et ne pas le fuir à travers quelqu'un d'autre, c'est mon conseil. Merci beaucoup. Merci. Je poursuis Marie-Lise. J'ai une question de la part de Jacqueline. Elle dit j'adorais faire l'amour avec mon compagnon. Nous avions une sexualité épanouie. Depuis la ménopause, j'ai des sécheresses vaginales qui compliquent la sexualité car je ressens des brûlures, malgré l'utilisation de lubrifiants. Petit à petit, je finis par ne plus avoir de libido. Ah, Je finis par ne plus avoir de libido par crainte de souffrir. Avez-vous des conseils à me donner? ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est une étape que vous pouvez vraiment transformer. Et non pas avec votre partenaire, mais avec vous-même. De développer votre propre libido. C'est une libido qui a été vraiment vécue avec l'autre, tant mieux. Mais je dirais, elle vous appartient. Donc, même s'il y a un débalancement hormonal, vous pouvez le rééquilibrer avec des hormones naturelles ou des hormones synthétiques si vous êtes capable d'en prendre. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Ce qui est important, c'est que la ménopause ne signifie pas la fin de faire l'amour pour la femme. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui se disent, bon, ben, c'est terminé, j'arrête et je me complais dans j'arrête parce que c'est douloureux. Excusez-moi, réveillons-nous. Il y a plein de moyens. Donc là, moi, je peux pas vous donner des conseils médicaux par Internet comme ça, c'est pas possible. Cherchez, il y a l'acupuncture, il y a, il y a des hormones naturelles, il y a des hormones synthétiques. Il n'y a pas de jugement. Si vous êtes capable d'en prendre,
retrouvez la femme, retrouvez votre sexualité. Ne vous arrêtez pas là. Et je comprends très bien que quand le tissu vaginal devient trop sec, malgré les lubrifiants, ça fait mal. Et le cerveau enregistre douleur. Donc, sortez de ce cercle vicieux, donnez-vous de l'auto-érotisme, retrouvez votre énergie sexuelle à vous, avec douceur, et retrouvez votre partenaire. Merci beaucoup. Merci. Marie-Lise, est-ce qu'on peut continuer? On a beaucoup de questions encore. Ah oui? Oui. Je poursuis et tu me dis On lorsqu'on peut aller jusqu'à on passe. 20h30 si les participants l'acceptent, hein? Oui. Et après ça, on arrêtera. Je vais donc poursuivre avec la question d'une autre Hélène. Elle dit des hommes me parlent de l'usage d'objets sexuels. Je me rends compte que j'ai beaucoup de jugements négatifs autour de ça. Est-ce que tu penses que cela peut aider à se découvrir dans sa sexualité? Merci. Des hommes lui parlent Alors, d'objets sexuels. des hommes me parlent de l'usage Ah oui, d'objets oui, oui, oui. sexuels. D'accord, oui. Mais explorez-vous, vous seul avec les Don Miché, explorez-vous avec tout ce qui est offert dans notre société. Euh, Vous explorez-vous, apprivoisez, pourquoi pas? De là, dans l'usage avec le partenaire, ben, c'est des jeux érotiques. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence érotique. On n'est pas toujours obligé de faire l'amour comme nos parents ont fait l'amour. On peut jouer érotiquement sans couper l'énergie du cœur. Si ça vous convient, toujours respecter votre territoire. Donc, apprivoisez-vous en dehors d'eux avec les objets qui sont proposés, allez dans un sex shop s'il faut, faites du shopping avec des copines. Euh, Ne pas prendre ça trop au sérieux, démystifier, démystifier. Et ça existe depuis l'âge des temps, tout ça. Donc, voilà, trouvez ce qui vous convient, explorez et vous pourrez jouer avec vos partenaires tout simplement, sans jugement. Sortez de vos conditionnements. Merci beaucoup. Merci Hélène. Je poursuis Marie-Lise. J'ai une autre question de la part d'Aline. Elle dit Comment? une question de la part de Aline. Aline, oui. Comment faire la différence entre ouvrir son cœur à chaque fois que je suis attirée par un homme et ensuite me contredire en me frustrant et me dire que je ne désire pas agir ainsi car la sexualité c'est sacré? Est-ce une mémoire? Pourtant, Oui. j'ai travaillé beaucoup sur cette problématique. Euh, est-ce la peur d'être jugée par l'homme ou quelque chose que je ne veux pas m'avouer? Peut-être que je me juge trop durement ou je rentre trop dans des Oui, suppositions. oui, vous êtes sous l'influence d'un archétype très important dans notre inconscient collectif qu'on appelle la Vierge. Donc, une partie de vous qui se voit toujours comme la Vierge. Euh, c'est pas un jugement, hein, et donc ben, la sexualité c'est sacré. Oui, c'est sacré. Et on peut en vivre de l'érotisme aussi dans notre sexualité sacrée. Euh, Il y a une dimension de vous qui se voit toujours dans une forme de vierge, entre guillemets. Et ça fait partie de l'inconscient collectif des femmes, la Vierge. Il y a une femme qui a écrit là-dessus, Marion Woodman, qui a écrit de la Vierge enceinte. C'est une psychanalyste jungienne. Tentez de retrouver ce livre. On vous l'écrira. C'est Marion Woodman, W-O-O-M-A-N-D, Woodman. C'était une Ontarienne et qui a écrit sur cette dimension de la femme qui est
des fois pris par une énergie universelle de la sainte qui perturbe de vivre tout simplement la femme sauvage à l'intérieur de vous qui est tout aussi spirituelle que la Vierge. Merci beaucoup. Merci. Je vais voir, j'ai une autre main levée, donc je vais tenter de donner la parole à Nicole. Bonsoir Nicole, votre Bien. microphone est fermé. Est-ce que vous avez une question? Non. 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 Donc je Non, pense ça que ne c'était fonctionne pas pas les mains levées. Donc je poursuis. Hélène demande, je vous entends aussi parler de fantasmes. Je me rends Oui, compte que j'ai des jugements sur les fantasmes. C'est oui. comme si je voulais faire l'amour sans fantasme. Qu'en pensez-vous? Oh, j'en pense que c'est triste. Sérieusement, les fantasmes sont très importants. Attention, je parle pas là, des gens qui sont accros au porno puis qui traînent ces fantasmes, qui font l'amour avec une femme ou un homme, mais qui la voient pas, qui sont juste dans leur cerveau. Non, 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 non. Les fantasmes, c'est naturel. C'est naturel et tant mieux si votre inconscient est fertile quand vous faites l'amour et que vous avez toutes sortes de fantasmes que vous pouvez même chuchoter à l'oreille de votre compagnon. Ça ne veut pas dire qu'il faut les vivre. C'est ça l'histoire avec les fantasmes. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, Faire l'amour avec amour, que on a l'impression que si on partage un fantasme, il faut le vivre. Mais pas du tout. Au contraire, le fantasme, c'est bon qu'il reste fantasme, qu'il nous nourrisse. Bon, attention, si ça tombe dans la frustration, ça veut dire qu'il faut peut-être le vivre une fois. C'est pas la fin du monde. Mais je veux dire, le fantasme fait partie d'un jeu sexuel érotique naturel. Donc, abandonnez-vous à vos fantasmes, parlez-en si vous voulez en parler, glissez-les dans l'oreille de votre partenaire ou peu importe femme ou homme, sans nécessairement que ça veut dire qu'il faut passer à l'action comme vous le fantasmez. Permettez-vous de vous nourrir de cette énergie créatrice que sont les fantasmes. Merci. Merci. Je poursuis, Marie-Lise, avec une question de Caroline. Qui est compétent pour accompagner l'ouverture dans sa sexualité? Recommandez-vous le tantrisme? Comment choisir? Oh, alors là, le tantrisme peut aider grandement quelqu'un qui est profondément inhibé. Je me souviens d'une amie qui avait à l'époque 80 ans, 80 ans, enfin peu importe, excusez-moi. Moi, je suis québécoise, des fois les liaisons se font mal. En tout cas, 80, et qui est allée vers le tantrisme parce qu'elle se sentait qu'elle avait connu des limites dans sa vie sexuelle. Donc, elle est allée dans les cours d'introduction, puis elle a rencontré un homme de 55 ans qui était amoureux d'elle complètement, excité sexuellement à sa présence. Donc, elle a connu des années sexuelles de 80 à 85, 87 euh, à travers le tantrisme. Alors, et elle avait, excusez-moi pour juste me relier à vous dans ce que vous nommez, elle avait beaucoup de jugements sur son corps qui vieillissait, euh, beaucoup de jugements sur une sexualité très épanouie qu'elle avait connue mais qui s'était arrêtée. Enfin, et le tantrisme lui a permis de se libérer. Alors, moi, je ne peux pas vous suggérer des noms, je n'ai pas la permission. Euh, il y a des écoles très sérieuses en Europe, puis il y a des écoles moins sérieuses. Donc, vous allez le savoir dès le premier cours d'introduction. Est-ce que les gens sont là pour flirter et se faire des rencontres comme des fois par Internet, ou est-ce que les gens sont vraiment là pour eux? Vous allez le savoir dès le début.
Donc, vivez votre soirée d'introduction au tantrisme, essayez différents cours, vous allez immédiatement savoir quels sont les cours qui sont sains pour vous ou non. C'est ce que je vous suggère. Merci. Il nous reste 5 minutes. Oui, Je vais je crois, voir. Marie-Lise, que j'ai fait tout le tour des questions. Ça se peut que j'ai manqué Super. parce que et si j'ai manqué quelque chose, vous pouvez toujours nous écrire Voilà. par email parce que voilà, Merci beaucoup. Ah, quelle belle rencontre. Vraiment, je vous ai senti, enfin, selon ma perception, assoiffé. C'est une expression, c'est pas négatif, de, de connaissances, d'échanges surtout. Bon, si j'ai pu répondre à vos questions, j'espère ne pas vous avoir perturbé dans un sens, si jamais les réponses que je vous ai données vous questionnent, écrivez-nous. Annick est là, Odette est là, moi aussi. Écrivez-nous. C'est un sujet que j'adore et venez nous voir. On débute un cycle de l'école d'individuation dont il y a un cours dans cette école sur naître à sa sexualité, naître à son corps, naître à son cœur, naître à son âme. C'est une école que j'ai créée par webinaire. Tous les cours sont là, vous pouvez les vivre à votre rythme. Il y a la semaine prochaine, je crois, la clôture des inscriptions et vous allez avoir des rencontres webinaires avec Annick et Odette pour nommer vos intentions. On vous suggère un petit questionnaire pour vous connaître un peu. Et après ça, vous me rencontrez 2 fois dans le mois qui suit pour répondre à vos questions à travers ce que vous vivez dans les cours. Et sinon, ben, je débute une série de conférences sur le narcissisme. J'ai pas eu le temps d'en parler dans ma rencontre avec vous parce que dans la difficulté de la sexualité, on rencontre des êtres qui sont très narcissiques et qui sont juste centrés sur eux-mêmes, se donner plaisir et oublier le plaisir de l'autre. Alors, j'ai une série de conférences de 10 semaines, non, 7 semaines à Nican, je crois, sur le regard de l'autre sur nous. Donc, ça va être des conférences d'1 heure où nous, on va parler des difficultés que le narcissisme peut nous faire vivre et la beauté aussi. Merci beaucoup, merci Annick, merci à tout le monde. Je vous embrasse et c'est le temps pour moi d'arrêter de boire de l'eau et d'aller aux toilettes. Merci beaucoup. Merci Marie-Lise, merci à tous. Ok, Oui, à merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.